Bonjour, nous parlons aujourd'hui donc des premières années de Théodore Herzl. Théodore Herzl est né le 2 mai 1860 à Budapest. Alors, si vous voulez, Philippe Boucard, on va commencer aujourd'hui par planter le décor. Budapest, qu'est-ce que c'est ? Budapest, on peut dire déjà géographiquement que c'est le centre de l'Europe. C'est sur le Danube. Ça s'appelait Pest, l'endroit où Herzl est né, et ça a été réuni à Buda un petit peu plus tard. C'est le centre de l'Europe, c'est-à-dire que c'est la région où les Juifs de l'Est de l'Europe rencontrent l'Occident, si l'on peut dire. Cette Europe centrale, c'était une réalité très vivace jusqu'à l'époque de Hitler. C'est Hitler qui a assassiné l'Europe centrale. Mais il y avait vraiment une Europe centrale pendant des générations qui n'était pas l'Europe de l'Est et qui n'était pas l'Europe occidentale, qui n'était pas l'Occident, qui était justement... On appelait la Mitteleuropa. La Mitteleuropa, c'était l'endroit où se rencontraient justement les civilisations de l'Europe de l'Est, les civilisations slaves et les grandes civilisations de l'Occident. Et les Juifs de l'Europe centrale étaient justement des Juifs qui ont fabriqué un type de judaïsme très original, qui était en même temps extrêmement rigoureux du point de vue des sources, extrêmement fidèle aux filiations traditionnelles, et qui en même temps avait déjà absorbé, disons, une forte dose de modernité. Alors les Juifs de Budapest sont typiquement un modèle, un échantillon de ce judaïsme-là. C'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles à saisir pour les mentalités d'aujourd'hui. Par exemple, en 1849, la nation hongroise était en train d'acquérir son autonomie par rapport à l'empire austro-hongrois, et un de ses premiers actes a été d'émanciper les Juifs hongrois. Et ensuite, il y a eu un retour en arrière, il y a eu différentes vicissitudes, mais les Juifs hongrois ont été confrontés très nettement au problème de la magyarisation, de savoir si ils devaient se moderniser à la manière hongroise ou à la manière allemande. C'était déjà un débat qui était dans l'air, déjà peu de temps avant la naissance de Herzl, et on retrouve cette subtilité des positions possibles pour les Juifs face à ce monde qui bouillonne autour d'eux, dans l'histoire familiale de Herzl, dont nous allons parler dans un instant. Alors, il faut que je dise quelque chose qui va probablement surprendre, qui va faire sursauter quelques-uns de nos auditeurs et dont on va parler, c'est que Théodore Herzl était un Juif d'origine séfarade. Les gens ne le savent pas. On va en parler dans un instant, après un peu de musique. Alors, j'ai dit, Philippe Boucara, que Théodore Herzl était d'origine séfarade. J'ai été peut-être un peu vite en besogne. Disons qu'il était à moitié séfarade, puisque son père était d'origine espagnole. Oui, son père était séfarade, au moins d'après la légende familiale. Et assez difficile, les historiens n'ont pas encore bien déterminé ce qui était rigoureusement exact là-dedans. Il semble bien il y a eu des ancêtres qui étaient donc des maranes, et la légende familiale veut qu'il y a eu parmi les maranes d'Espagne des ancêtres qui sont revenus à la religion. Voilà, deux maranes qui étaient des moines, qui auraient été envoyés en mission en Turquie pour leur ordre monastique, et qui auraient faussé compagnie, disons, à leur ordre, et se seraient installés dans l'Empire turc. En tout cas, on retrouve les traces les plus anciennes de la famille de Herzl sont en Yougoslavie. Ils ont été à Belgrade vers 1718, à l'époque où dans le nord de la Yougoslavie a été rattaché à l'Autriche. Et c'est là que se fait la transition entre le côté séfarade, même s'il est un peu mythique, on n'est pas très sûr, et puis le domaine autrichien. Il y avait le grand-père de Herzl, que Herzl a bien connu, qui est mort en 1879, Simon Herzl, avait des ancêtres en Bohème, en Moravie, en Silésie, et en tout cas, en ligne directe, la famille vient de la ville de Semlin, qui est donc aux confins de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie. Les Juifs de cette ville ont été protégés par l'empereur d'Autriche en raison de leur loyauté. Et très curieusement, dans l'histoire de la famille paternelle de Herzl, on trouve un petit peu les bons et les mauvais, aussi toujours ce côté un peu romanesque. Et il y a eu deux frères du grand-père qui se sont convertis dans l'église orthodoxe serbe, alors que leurs femmes et leurs enfants sont restés juifs. Et dans la famille du vivant de Herzl, on ne prononçait pas leur nom. C'était un des aspects douloureux de l'histoire de la famille. Ils avaient même pris des noms yougoslaves, ils s'appelaient Lafero Spasevic et Kosta Petrovic. Et il y avait par contre, dans la branche dont Herzl est directement issu, un souci au contraire de grande fidélité au judaïsme. Et on rencontre là un personnage très intéressant qui est le rabbi Alcalay,
Le Rabbi Alcalay a été grand rabbin de Yougoslavie et il est considéré comme un des précurseurs du sionisme, bien avant Herzl et bien avant les théoriciens connus comme Pinsker. Il avait été fasciné par le réveil national des Bulgares et il avait préconisé le réveil... C'est le tout premier sioniste moderne. On peut dire que c'est le tout premier théoricien sioniste, ce grand rabbin séfarade de Yougoslavie. Et justement, la famille paternelle de Herzl fréquentait la synagogue dont il était le chazan et dont il était le rabbin. Et le grand-père de Herzl, qui n'habitait pas la même ville, mais qui venait régulièrement à Budapest rendre visite à la famille, était très influencé par les idées sionistes avant la lettre d'Alcalay, et il est certain qu'il en a parlé, que ça a eu une influence assez directe. Alors du côté de sa mère, c'était la branche allemande, sa mère était d'origine allemande, c'était quelqu'un au surplus de très raffiné, et il était très attaché à sa mère. Oui, on peut dire que Herzl a eu, dès son enfance jusqu'à sa mort, une relation extrêmement intime, une relation affectueuse et très chargée avec sa mère, et que les relations qu'il a eues par la suite, d'ailleurs, avec les femmes n'en ont pas été tellement simplifiées. C'était typiquement une Yiddish Mamé, c'était peut-être les premières générations Yiddish Mamé, puisque c'est un phénomène moderne, on peut dire. En tout cas, autant du côté de son père, il y avait encore une très grande proximité. C'est-à-dire même mariée, Madame Herzl, oui, téléphonait tous les jours à son fils pour lui demander ce qu'il avait mangé. C'est ça, pratiquement, et il y a une photo assez curieuse où on voit Herzl déjà célèbre à la fin de sa vie comme dirigeant sioniste, où on le voit à son bureau, comme on photographie habituellement les hommes d'État, et à côté de lui, debout, il n'y a pas sa femme, mais il y a sa mère. Et c'est un peu typique de cette chose qui s'installe déjà dès la petite enfance, avec un père qu'il aimait beaucoup, qu'il respectait beaucoup, mais qui avait certainement moins d'influence affective, vous voyez, par les tripes, sur sa personnalité. Sur une des photos que j'ai sous les yeux, je remarque que Théodore Herzl était gaucher. Il l'était. Ah, là, vous me l'apprenez. Écoutez, là, je vous montre la photo. Oui, il tient son porte-plume de la main gauche. Effectivement, je peux pas en dire plus sur ce sujet-là. Voilà, c'est un document que je verse à l'histoire. Comme historien, vous serez très sensible et vous nous direz tout au long du feuilleton si ça a une signification. Chez Mama, c'est un clin d'œil de Patrick aux relations très affectueuses qu'il y avait entre Théodore Herzl et sa mère. On le voit d'ailleurs souvent dans des photos avec sa mère. Alors la mère de Herzl venait d'un milieu nettement plus assimilé. Là, effectivement, je pense qu'on peut prononcer le mot, qu'on prononce un peu trop facilement à propos de la famille de Herzl. Elle était très imprégnée de culture allemande, plus éloignée de la pratique religieuse juive, et par contre très passionnée, très fascinée par la littérature allemande, par la culture allemande, et du fait même de cette symbiose qu'elle avait avec son fils, ça a très fortement pénétré son âme, pourrait-on dire. Et il y avait en plus de ça, dans la personnalité de sa mère,
en plus de ce côté très brillant, très intelligent, très éveillé intellectuellement, qui a donné à son fils donc en même temps une grande vivacité intellectuelle et un exemple à imiter. Il y avait aussi un côté tragique dans l'histoire de sa mère, un côté torturé dans sa personnalité. Et la légende familiale, là encore, parle d'une femme qui s'appelait Teresa Abeles, qui aurait été une ancêtre, qui aurait été une veuve devenue mendiante jusqu'à la fin de ses jours. On parle même dans cette famille Abeles qui serait liée à la famille Herzl, d'un marchand juif de Gand qui aurait été accusé à tort et assassiné. Il y a un côté tragique, il y a dans le visage de cette mère quelque chose de triste et de mélancolique qui s'est transmis à Herzl, non seulement à son visage mais à sa vie tout entière. Alors, il manque quelqu'un dans ce tableau familial, c'est Pauline, sa sœur, qu'il aimait beaucoup et dont la mort va beaucoup l'affecter. Effectivement, il avait avec sa sœur Pauline, qui avait 1 an de plus que lui, des rapports aussi affectueux, aussi intimes qu'avec sa mère. C'était sa camarade de jeu, c'était pour lui l'image de sa mère, c'était donc un peu le double de sa mère. Il a été très affecté par sa mort en 1878, quand il avait, lui, 18 ans. Et ce personnage l'a tellement hanté qu'il l'a introduite dans son roman Alpneuland, son fameux roman de politique fiction, de science-fiction, dont nous aurons l'occasion de parler, qui est très intéressant, très original. Et elle va être un des personnages de ce roman. Ce sera l'institutrice Myriam, qui représentera un petit peu tout ce que la grâce et l'intelligence féminine mêlées peuvent apporter d'heureux dans la vie d'un homme. De quoi est-elle morte ? Je crois qu'elle est morte de maladie simplement, mais ça les a suffisamment ébranlés tous, aussi bien Herzl que ses parents, pour que ce soit justement la date où ils quittaient Budapest pour se rendre à Vienne.